Bon, merci. Je pense qu'on peut applaudir cette intervention. C'est vraiment intéressant. À toi, Régis. Pour la seconde intervention, je crois que le mieux, c'est qu'elle se présente elle-même parce qu'elle fera beaucoup mieux que moi. Donc c'est Léa Filiou, qui est ethnologue et qui nous vient d'une collaboration avec Charles Stepanov, que vous avez peut-être découvert dans son livre L'animal et la mort, et qui est arrivé dans le département des Landes pour travailler sur les chasses traditionnelles, mais sous l'angle, là aussi, ethnologique et sociologique. Merci Léa. Merci beaucoup Régis, je crois que tu as tout dit en fait. Merci déjà pour votre présence, pour votre écoute et pour l'invitation. C'est vraiment un honneur de me présenter et de présenter un peu ce que je fais. Sachant que ça fait à peu près 3 mois déjà que je travaille sur le terrain. Donc mon travail de recherche initialement porte sur un peuple sibérien, les Tuvas de Sibérie du Sud. Et donc je voulais vous proposer aujourd'hui de réfléchir un petit peu à ce motif assez récurrent un peu partout en fait dans le monde, pas seulement chez les pasteurs nomades sibériens ou chez les chasseurs traditionnels landais. Un petit peu partout on voit ce motif récurrent de la perte de la culture. Et je voulais vous proposer aujourd'hui des pistes de réflexion quelque part, une petite fenêtre sur une pensée peut-être un petit peu différente sur cette question. Donc, comme je l'ai dit, je suis plutôt spécialiste de la Sibérie au départ. Je pense que Martine va pouvoir montrer la diapositive suivante. Voilà, je vous ai encerclé le lieu de mes enquêtes précédentes. Donc, en Sibérie du Sud, en République de Touva. Vous voyez que c'est tout au sud, à la frontière mongole. Et cette population Tuva est une population turcophone avec, comme le disait Francis Wolff, une véritable tradition pastorale et nomade, c'est-à-dire que ça se transmet de génération en génération. Ce que vous pouvez voir sur la diapositive suivante, on a effectivement des gens qui habitent donc en steppe d'altitude, à 4000 mètres d'altitude à peu près, avec leurs troupeaux. Et ils nomadisent et déplacent en fait leurs lieux d'habitation qui sont des maisons démontables et circulaires, donc des yourtes. Et ce que l'on note, c'est que c'est une société qui est en profonde transformation du fait de 2 phénomènes conjoints, qui sont distincts mais conjoints, la sédentarisation et l'urbanisation. Donc c'est ce qu'on voit là à droite, un village, c'est un village stalinien, donc on les a obligés à se sédentariser. Et on peut penser que c'est simplement le fait de changer de maison. On passe d'une maison circulaire à une maison carrée, ça ne fait pas beaucoup de différence, mais en fait, ça bouleverse énormément de choses. Ça bouleverse des modes de vie, des modes de subsistance, parce que qui dit une maison qui ne peut plus se déplacer, dit qu'on ne peut plus se déplacer avec son troupeau. Donc en fait, on arrête le pastoralisme. Et puis des repères culturels qui sont associés, parce que les gens étaient très fiers d'être pasteurs nomades et de vivre en autosubsistance. Et de fait, sur la diapositive suivante, je vais vous montrer 2 portraits assez stéréotypiques, pas stéréotypés, mais stéréotypiques, c'est-à-dire assez représentatifs de 2 modèles de société qui s'affrontent. D'une part, une société traditionnelle, symbolisée un petit peu par cet homme que vous voyez à gauche, et qui pose fièrement en fait, devant son troupeau, qui est fondé... ce modèle de société qui est fondé sur le pastoralisme et donc qui valorise l'autoproduction familiale. Et puis, une société urbaine, sédentaire, qui est en train de se constituer et qui tend plutôt à s'organiser autour de la figure de l'individu et chez qui la richesse est d'abord définie par le pouvoir d'achat. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce que ça implique, évidemment, mais ce que je note, c'est que dans le discours des gens, de ce qu'ils me disent, on a effectivement ce motif de nous perdons notre culture, nous perdons notre identité. Alors, perdre sa culture, c'est quelque chose qui a fait couler déjà pas mal d'encre chez les anthropologues, notamment le livre de David Berliner, dont vous voyez dont vous allez voir la couverture sur la diapositive suivante. C'est un livre que je vous recommande, qui
qui est une sorte de programme de recherche sur les problèmes que rencontrent aujourd'hui les sociétés, disons, minoritaires dans le monde. Et on a véritablement ce sentiment. Et en même temps, ce que je pouvais constater sur le terrain, c'est que ça ne suffisait pas d'en rester là. Parce qu'à partir du moment où on dit qu'on perd sa culture, en fait, on s'enferme aussi un petit peu dans cette position de subir ce qui nous arrive, alors qu'en réalité, les pasteurs nomades eux-mêmes étaient très conscients du fait que le pastoralisme nomade n'avait pas beaucoup d'avenir, pour différentes raisons. D'une part, la mise en place d'une économie de marché mondialisée qui n'a que faire de la viande de yak et du lait de brebis. Et d'autre part, un changement environnemental aussi qui en fait contraint de plus en plus fortement le pastoralisme nomade et à terme risque de le rendre impossible. Et donc ces gens-là sont très conscients de cette réalité-là et en réalité, tout en disant qu'ils perdent leur culture, ils poussent leurs propres enfants à aller s'installer à la ville pour devenir des salariés et des travailleurs pauvres. Et donc on a cette ambivalence-là dans les discours avec à la fois quelque chose de l'ordre de « je subis de l'extérieur quelque chose qui va à l'encontre de ma propre identité » et de l'autre côté, d'une certaine manière, j'y participe aussi. Et donc ma démarche à moi a été plutôt d'explorer cette ambivalence en cherchant à savoir ce qui se perd, qu'est-ce qui se garde, qu'est-ce qui se transforme, est-ce qu'on garde une partie, pas tout. Et bon, sans entrer dans le détail, j'ai pu montrer que il y avait des pertes, notamment au niveau des techniques et notamment de la manière dont les gens savent utiliser leur corps pour faire une action. On voit que les nomades ont une capacité d'adaptation de leur corps aux différents contextes qui est phénoménale, alors que les pasteurs sédentarisés ont beaucoup plus de mal à conserver cette flexibilité. On le voit au niveau des articulations, de l'usage du poids du corps notamment. Et à côté de ça, le passage d'un habitat mobile, un habitat sédentaire, donc avec des angles rectangulaires et non plus circulaires, on pourrait se dire ah ben là on a tout perdu. Et en réalité, quand on vit avec les gens, on se rend compte que leur représentation de l'espace, leur manière de circuler dans l'espace, même si cet espace n'est plus nomade, n'est plus circulaire, eh bien il correspond aux schémas mentaux qu'utilisent les nomades pour se repérer dans un espace qui est un espace désertique, de steppe, où on a beaucoup de mal à avoir des repères visuels, et donc il y a une certaine manière de s'orienter dans l'espace. Et ils le reproduisent, ils arrondissent quelque part les angles de leur maison rectangulaire pour la remettre en forme, refaire une yourte. Et donc tout mon travail a été de comprendre, de prendre les lunettes de ces gens quelque part, de prendre leurs yeux et d'essayer de voir mais où est cette yourte imaginaire qui est bien réelle, mais qui est de l'ordre de la fabrication d'une nouvelle yourte dans un espace qui n'est plus du tout correspondant. Ça n'empêche pas que ces gens-là aussi peuvent prendre des technologies nouvelles, notamment des pasteurs nomades qui restent nomades, mais qui vont installer par exemple des panneaux solaires pour avoir l'électricité chez eux, tout en continuant à traire à la main. Pour eux, il n'y a pas d'incompatibilité entre ces deux choses-là. Et donc, je me retrouve assez rapidement face à un phénomène d'hybridation des pratiques et des rapports au monde qui est beaucoup plus compliqué qu'une perte linéaire, inéluctable des choses. Et il me semble qu'on retrouve des phénomènes assez similaires pour ce qui est de la chasse en France. Et Charles Stepanov, qui a écrit l'ouvrage que vous allez voir à droite, L'animal et la mort, chasse, modernité et crise du sauvage, montre assez bien que ce qui se joue dans les débats sur la chasse entre les partisans et les opposants à la chasse relève en fait d'un conflit entre deux modes de relation avec le vivant et notamment les animaux, d'une part l'exploitation et d'autre part la protection. Et quand on regarde un petit peu la manière dont sont articulés les discours opposés à la chasse, on voit qu'il y a dans ce discours-là, on présente les choses de manière incompatible, c'est-à-dire que exploitation, c'est forcément négatif, la prédation est une exploitation et au contraire, la protection serait le seul mode de relation acceptable, moral à avoir avec les animaux.
Et de fait, on a finalement un durcissement quelque part dans les débats sur la chasse avec la réponse que leur opposent les chasseurs et les défenseurs de la chasse. Et on le voit assez bien sur l'image suivante. Je suis désolée de vous imposer ça. C'est deux images donc, de manifestants ou de pancartes de manifestants, donc des deux bords. À droite, vous avez donc évidemment une pancarte qui luttent contre la chasse, et puis à gauche des chasseurs au gluot dans le sud-est de la France qui opposent un autre discours où on a effectivement l'association en triade des chasses traditionnelles, la défense d'un mode de vie rural et puis la symbiose entre nature et culture, au lieu de la séparer, dire que l'homme n'a rien à faire dans la nature et que finalement la nature quelque part s'avilit parce que l'homme se rapprocherait trop d'elle. Au contraire, l'idée que la nature, c'est la culture, on pourrait inverser, la culture, c'est la nature. Mais là, finalement, on a quelque chose de l'ordre de, chez les antichasses, la tradition, c'est un archaïsme, avec deux arguments récurrents. D'une part, on n'a pas besoin de chasser puisque on a des supermarchés, on n'en a pas besoin pour manger. Et puis un autre argument qui s'appuie en fait sur le premier, qui est si les chasseurs chassent alors qu'ils n'en ont pas besoin, c'est forcément qu'ils sont cruels. Et on a exactement ça dans cette image, la chasse, le plaisir de tuer. Et chez les défenseurs de la chasse ou les chasseurs, on a l'idée inverse, c'est-à-dire que c'est la modernité, le fait d'être citadin qui est la perte culturelle et identitaire. C'est ça qui est négatif parce qu'on perd le lien avec le sauvage. La nature, c'est notre culture, la culture, c'est la nature. Et cette opposition ruralité-urbanité. Alors, voilà, c'est des slogans, hein, simplement. Ça permet simplement de prendre position les uns face aux autres. Moi, ce que je vois déjà en quelques mois de terrain, c'est qu'on a là une vision assez réductrice de la chasse. D'une part, parce qu'on a une extrême diversité, une extrême richesse des modes de chasse, sur lesquels j'ai été très étonnée de constater qu'on a très peu de travaux scientifiques, avec une très forte prédominance des travaux sur le grand gibier, par exemple, mais sur la palombe, on n'a pas de travaux universitaires. C'est étonnant quand même. On a beaucoup de choses sur les aborigènes, on a beaucoup de choses sur les Amazoniens, mais sur notre propre territoire, on n'a pas énormément de choses. Donc il y a une méconnaissance aussi, certainement, de cette diversité de la chasse. D'autre part, chez les chasseurs que j'ai pu côtoyer déjà, on a toujours la coexistence d'un mode de relation avec les animaux qui est pluriel, qui est à la fois de l'ordre de la prédation et de la protection. Et d'autre part, dernier point, la mise à mort du gibier n'est jamais conçue comme une exploitation sans limite. Toutes les pratiques de chasse traditionnelles comportent des règles plus ou moins explicites qui visent à limiter justement l'action prédatrice. Et tout acte de mise à mort d'un animal ne relève pas de l'action de chasse. Si vous êtes en train d'abattre un animal dans un abattoir, vous n'êtes pas en action de chasse. Et si vous renversez même un sanglier sur la route, vous n'êtes pas en action de chasse. Donc il y a un véritable encadrement dans les règles même tacites de la chasse, de manière à codifier, humaniser cette pratique et qui la rend en fait réellement vivable, expérientielle, quelque chose qui attache les gens à un mode de faire et à un mode de vie. Et donc moi, en tant qu'anthropologue, je ne suis pas là pour prendre la défense des uns ou des autres. Pour moi, si les pratiques de chasse sont perpétuées aujourd'hui, c'est qu'elles relèvent d'autre chose que du seul but pratique de s'alimenter ou d'un supposé plaisir sadique des chasseurs à l'encontre des animaux. On est face à un attachement qui est socialement et culturellement ancré chez les chasseurs à perpétuer un lien avec le monde sauvage à travers un ensemble très riche et très complexe de perceptions, de gestes, d'émotions qui nourrissent des expériences individuelles, lesquelles sont partagées et fondent finalement un collectif de sensibilité autour de savoirs et de savoir-faire qui sont transmis de manière soit consciente, soit inconsciente. Et j'ai été très frappée en discutant avec un très vieux chasseur à l'Alouette qui m'expliquait que sous l'occupation, il y avait l'interdiction du port d'armes pour les civils français et qu'il y avait la nécessité de trouver un supplément de nourriture dans un contexte de restriction alimentaire. Eh bien, son frère avait trouvé le moyen de piéger des faisans
avec ce qu'il me décrivait être une sorte de Mathol. Et moi, ayant lu le livre du roi Modus, j'ai retrouvé dans ces mots exactement la description de la première technique de piégeage du faisan, la mue, M-U-E, que l'on ne retrouve quasiment nulle part, à part dans ce livre-là, qui date du XVe siècle. Et en fait, cet homme-là était incapable de me dire, évidemment, je lui ai demandé, mais d'où vient cette idée ? C'est ton père, peut-être, qui vous a transmis cette idée. Et il ne savait pas me dire. Tout ça pour simplement souligner que la transmission peut être tout à fait réminiscente, au-delà même d'une transmission traditionnelle telle qu'on l'a décrite avec Francis Wolff, c'est-à-dire que ça peut peut-être même sauter des générations quand il s'agit de pratiques aussi anciennes et ancrées dans les modes de vie des personnes. Alors moi, concrètement, quel est mon rôle là-dedans ? Comment je travaille ? Simplement, rapidement. Sur la diapositive suivante, je vous rappelle simplement que je suis dans une démarche neutre, mais j'ai quand même un parti pris méthodologique fort qui est celui de l'observation participante qui finalement caractérise l'anthropologue par rapport au sociologue, c'est-à-dire que mon but à moi, c'est de me faire oublier, c'est de m'immerger le plus possible, même si je ne peux pas tout à fait me faire oublier. L'idée, c'est de me fondre dans la vie des gens et d'aller jusqu'au bout de la démarche, ce qui implique de passer le permis de chasse. Parce que pour moi, comprendre les gens, comprendre ce qui les anime, ce qui les touche, je suis obligée de faire avec eux, sinon ça reste abstrait. Et d'autre part, c'est le temps long. Je ne vais pas partir dans une semaine, je reste plusieurs mois d'affilée et je vis dans un petit village, le plus proche possible des gens. Et ce qui implique aussi de retourner les voir, d'aller les voir, de discuter avec eux, de leur téléphoner, de nouer une relation sur le temps long. Alors j'ai quelques chantiers déjà qui sont en cours. Sur la diapositive suivante, je vous en donne un petit aperçu. Et vous voyez que l'idée, c'est à la fois de toucher à tous les domaines possiblement concernés par les pratiques de chasse traditionnelles et en même temps d'aller le plus loin possible en intensité, de précision des informations, essayer de recouper les choses, d'utiliser plusieurs types de données, d'utiliser des logiciels d'analyse, parfois c'est plus classique, ça va être des plans, et aussi de faire participer les gens en leur demandant de dessiner des cartes, en leur demandant, voilà, est-ce que tu peux me montrer ton arbre généalogique, tes carnets de palombière, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as construit la palombière, comment on faisait avec les alouettes, qu'est-ce qu'on en faisait. Et donc, tout cet ensemble de choses vient finalement nourrir une compréhension assez voilà, la plus détaillée possible et la plus fidèle possible à ce que les gens me disent, même s'il y a évidemment des différences entre les personnes, mais essayer de rendre compte le plus fidèlement possible de la richesse de ces univers-là. Et donc pour finir, une toute dernière minute, je vous remercie de votre patience. Je voudrais simplement voilà, vous mentionner un projet qui va sans doute bientôt être mis en place, qui est l'idée d'un questionnaire thématique sur voilà, le devenir des palombes après la chasse, parce que je me suis rendu compte, et en consultant des collègues, qu'on n'a strictement aucune information. Alors on a beaucoup d'informations sur le vol des palombes, quels sont les chemins de migration, combien d'œufs ils pondent par an, etc. Mais on ne sait absolument pas ce qui se passe après la chasse, c'est-à-dire est-ce qu'on les mange, est-ce qu'on les mange pas, est-ce qu'on les empaille, est-ce qu'on les donne, est-ce qu'on les donne tuées, est-ce qu'on les donne vivantes, on les préfère en cassoulet, on les préfère à la broche, au barbecue, teriyaki, cru, cuit, on ne sait rien en fait. Ça vous paraît évident parce que beaucoup d'entre vous sans doute connaissent très bien la chasse à la palombe et pour vous c'est implicite. Mais dans une bibliothèque à Paris, il n'y a rien. Donc personne ne sait ce que deviennent les palombes. Voilà, donc ça comprend 11 questions sur le devenir des palombes après la chasse. Je ne me préoccupe absolument pas de savoir combien vous en prélevez. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est simplement ce que vous en faites.
à qui vous en donnez, en échange de quoi. C'est entièrement anonyme, évidemment, c'est sur la base du volontariat. Si vous n'avez pas envie, voilà, c'est pas la peine de vous embêter, c'est pas grave. L'idée, bien sûr, c'est que le plus de monde possible y participe, mais voilà, je ne contrains personne. Et l'idée, donc, pourquoi cette image-là à droite très bizarre, c'est que l'idée, c'est de retracer les réseaux de sociabilité par logiciel spécialisé, de sorte que je ne perds pas ma question de départ, qui est perdre sa culture. Ma question, c'est la question à laquelle je voudrais notamment répondre, c'est de savoir est-ce que cette culture de la chasse traditionnelle peut être partagée avec un monde social qui déborde du monde des gens qui pratiquent la chasse. C'est-à-dire que quand vous donnez des palombes à quelqu'un, cette personne, elle peut ne pas chasser. Et pourtant, ce qui vous lie, c'est le goût du gibier. Et donc, est-ce que le goût du gibier, finalement, n'élargit pas le monde de la chasse au-delà des frontières du monde des chasseurs, vers le monde des non-chasseurs? Donc c'est une question que je me pose, et évidemment la circulation du gibier par-delà la chasse permet aussi d'y répondre. Voilà, je vous remercie. Merci Léa, merci. Alors Léa, vraiment merci beaucoup Léa. Je peux te dire que les commentaires ici autour de moi vont bon train et ces personnes ont vraiment apprécié ton intervention. Merci pour t'immiscer dans notre art de vivre, dans notre culture. Vous l'avez tous compris. Ce soir, le thème, c'est un petit peu notre culture, notre art de vivre, nos valeurs, notre ADN. Et c'est ce que l'on veut protéger et préserver. Donc, merci à ces deux interventions. Et encore, merci beaucoup, Léa. Bravo. Je vais demander maintenant à André Layeugue, secrétaire général, de nous faire un petit rapport d'activité.